Nous allons voir dans un premier temps qu'il y a eu un long chemin pour la reconnaissance de l'apartheid israélien à l'encontre du peuple palestinien. Nous prendrons un temps pour définir l'apartheid en droit international. Ensuite, nous verrons quels sont les fondements du régime d'apartheid israélien. Ensuite, nous verrons comment Israël a mis en œuvre son régime d'apartheid. Et puis, nous verrons en conclusion, je vous donne déjà la conclusion, mais vous la connaissez, c'est qu'Israël remplit tous les critères qui caractérisent le régime d'apartheid. Alors, sur cette question du long chemin de la reconnaissance de l'apartheid, on le sait, les Palestiniens, ça fait des décennies qu'ils parlent d'apartheid et qu'ils disent que ce qu'ils subissent est un apartheid. Mais il a fallu un long chemin, une sorte de voyage, pour que ce régime d'apartheid soit reconnu en tant que tel. Un certain nombre d'institutions ont commencé à travailler sur ces questions et le premier rapport précis qui a été fait date de 2009 et c'est le Conseil de recherche de sciences humaines de l'Afrique du Sud qui a fait une étude juridique qui concluait que l'État d'Israël exerce un contrôle sur le territoire palestinien occupé dans le but de maintenir la domination des Juifs sur les Palestiniens. C'est la première fois que ça a été rédigé en tant que tel dans un rapport. Et ce rapport précisait que ce système constitue une violation de l'interdiction de l'apartheid. Et à ce rapport, qui était donc d'une institution d'Afrique du Sud, ont participé les ONG palestiniennes Al-Haq et Adala, dont Salam fait partie. Ensuite, nous avons eu, alors là par contre, nous sommes bien documentés sur cette question-là, en 2017, ce que nous appelons le rapport Falk-Tilley, qui a mis en évidence la pratique, par quelle pratique de fragmentation du peuple palestinien Israël a mis en place son régime d'apartheid. Donc ce rapport Falk-Tilley, l'AFPS et l'ORDIP l'avaient traduit, l'ont publié, il en existe encore des brochures et nous avions à l'époque, en 2017, invité Richard Falk à la Fête de l'Humanité pour qu'il présente son rapport. Ensuite, alors en 2019, ce qui est quelque chose, vraiment un fondement de la reconnaissance de l'apartheid israélien à l'encontre du peuple palestinien, mais que peu de gens citent, et c'est à partir de ce rapport que l'AFPS a construit son analyse et sa campagne sur l'apartheid israélien. Ce sont des ONG palestiniennes qui ont proposé ce rapport au Comité pour l'élimination des discriminations raciales de l'ONU, le CERD. Il a été proposé en novembre 2019 et il a été adopté par le CERD en tant que tel et il reconnaît la continuité des pratiques et des politiques israéliennes de ségrégation des deux côtés de la ligne verte. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que ces politiques sont les mêmes qu'on soit en Israël ou en territoire palestinien occupé. Donc les 8 ONG palestiniennes et régionales qui ont participé à ce rapport, ce sont Al-Haq, Badil, Adamir, l'Institut du Caire et ainsi de suite. En 2020, toujours alors là, cette fois-ci, ce sont des rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont reconnu que l'annexion, on était, rappelez-vous, à ce moment-là, en pleine période où il y avait la menace d'annexion des colonies et de la vallée du Jourdain. Donc ces rapporteurs spéciaux étaient intervenus pour dire que l'annexion cristalliserait cet apartheid du XXIe siècle. Alors ce long chemin, il a également été ponctué de travail des ONG internationales et rappelons-nous, l'AFPS y était, le tribunal Russell en 2011 qui reconnaît que l'apartheid israélien s'étend au peuple palestinien dans son ensemble. C'était en 2011. Ensuite, il va y avoir tout un tas de rapports d'ONG différentes, israéliennes, palestiniennes, internationales.
Le premier est le rapport de Yesh Din, une association de défense des droits humains israélienne, qui a rendu un avis juridique et qui estime que le crime contre l'humanité de l'apartheid est commis contre les Palestiniens en Cisjordanie, même avant les nouvelles étapes de l'annexion. On était toujours dans cette période de l'annexion. En 2020, toujours, au mois de septembre, la FPS, la plateforme des ONG pour la Palestine, un certain nombre d'ONG françaises, d'associations françaises, mais également européennes, internationales et palestiniennes, ont lancé un appel à l'Assemblée générale des Nations unies pour qu'elle rouvre les comités d'enquête sur l'apartheid. Donc, ce mouvement s'est enclenché en direction de l'ONU en septembre 2020, il y a maintenant 4 ans. En 2021, c'est B'Tselem, organisation de défense des droits humains en Israël. Donc il y a deux membres de la Fédération internationale des droits humains de la FIDH en Israël. Il y a Adala pour la défense des Palestiniens d'Israël et il y a B'Tselem qui est une autre organisation dépendante de la FIDH qui est une organisation juive. Donc B'Tselem a fait un rapport qui dénonce le régime de suprématie juive de la Méditerranée au Jourdain et qui dit de la mer Méditerranée au Jourdain, c'est un apartheid. Il n'y a donc pas que Rima Hassan qui dit cette phrase terrible de la Méditerranée au Jourdain. Il y a aussi B'Tselem. Comme quoi, derrière cette phrase, il faut savoir la suite de cette phrase. Ensuite, il y a eu en 2021, en avril 2021, Human Rights Watch qui a publié, elle aussi, un rapport très important qui analyse les politiques israéliennes, ces politiques qui sont brutales et qui précisent qu'elles constituent des crimes d'apartheid et de persécution. Et elle précise également que les crimes contre l'humanité doivent déclencher des actions pour mettre fin à la répression des Palestiniens. Donc ça, c'était avril 2021. À noter que l'AFPS a lancé sa campagne contre l'apartheid israélien 3 jours après le 1er mai. C'est une concordance des temps qui nous a bien arrangé parce que ça a mis un petit peu un focus sur la question de l'apartheid israélien. Et puis un autre rapport en 2021, celui-ci est passé totalement inaperçu, c'est le rapport de l'OLP qui a mis très longtemps à publier ce rapport, mais qui l'a publié à la fin de l'année 2021. Et puis 2022, celui dont tout le monde parle, et d'ailleurs tout le monde ne croit qu'il n'y a que celui-là, mais il a été extrêmement important, nous l'avons attendu très longtemps, mais comme tout ce que fait Amnesty, ça prend du temps et quand ça sort, ça fait du bruit. Donc ce rapport d'Amnesty qui précise que l'apartheid d'Israël contre la population palestinienne est un système cruel de domination et un crime contre l'humanité. Et donc ce rapport démontre que déjà ce que nous a démontré tout à l'heure Salam, que les lois, les pratiques et les politiques mises en place par Israël ont progressivement créé un système d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Et dans son ensemble, dans le rapport d'Amnesty, ça veut dire les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens des territoires occupés, incluant Jérusalem-Est, et les Palestiniens réfugiés qui forment la moitié du peuple palestinien. Et puis alors le dernier, celui qui a rajouté une couche et qui a éclairé sur les objectifs d'Israël, qui est le rapport qui a été présenté par Al-Haq le 29 novembre 2022, le jour de la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Donc Al-Haq est toujours une coalition d'ONG palestiniennes et c'est la première publication majeure et connue et reconnue sur l'apartheid israélien, la première publication majeure palestinienne et qui apporte cet éclairage supplémentaire et qui dit que l'apartheid israélien est un instrument du colonialisme de peuplement sioniste. Voilà, donc dans ce rapport, Al-Haq précise que l'apartheid israélien est un instrument du colonialisme de peuplement sionisme afin de mettre en évidence, et ça permet de mettre en évidence la logique d'élimination et de transfert de population du système d'apartheid israélien et son intention de déplacer et de remplacer le peuple palestinien autochtone sur la terre de Palestine. Et c'est là qu'on passe de la notion de colonialisme de peuplement à la notion de colonialisme de remplacement. Donc maintenant on va voir assez rapidement
quelle est la définition de l'apartheid en droit international? Parce qu'on a coutume de définir l'apartheid par analogie avec ce qui se passait en Afrique du Sud, sauf que l'apartheid a une définition claire et progressive en droit international, ce qui nous permet de tordre le cou aux accusations qu'on nous porte quand on nous dit « mais vous dites absolument n'importe quoi, ce qui se passe en Israël et en Palestine n'a rien à voir avec ce qui se passait en Afrique du Sud », eh bien ça tombe très bien puisque ce n'est pas ce que nous disons. Nous regardons si le régime d'oppression et de domination israélien à l'encontre du peuple palestinien correspond à la définition en droit international. Donc c'est un concept juridique reconnu et universel. Il a été appliqué, ce concept, dans un premier temps, ou plutôt il est né de la situation en Afrique du Sud entre 1948 et 1991. C'est un concept juridique à part entière. Il faut bien noter, parce que ça va être important pour la suite, que l'apartheid est une violation grave des droits de l'homme et c'est une forme aggravée de la discrimination raciale. Mais c'est également un crime contre l'humanité et il trouve ses sources dans plusieurs textes du droit international. Donc le premier, c'est la Charte des Nations Unies qui affirme les principes de l'égalité et de non-discrimination, donc forcément l'opposé du crime d'apartheid, y compris la discrimination raciale. Alors il y a ensuite le premier texte fondateur qui parle de l'apartheid, c'est la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le CIERD, ce qui a donné après le comité, le CERD du même nom, et qui date de 1965. Donc dans son article 3, elle interdit spécifiquement l'apartheid. Là, c'est précisé de cette manière-là. Et puis il y a, beaucoup plus précis, en 1973, la Convention internationale pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid. Et alors là, tous les termes sont importants. Je vais vous la lire et vous verrez en rouge, ce sont les termes que nous allons analyser pour voir si ça correspond à la situation sur le terrain. Le crime d'apartheid est constitué par les actes inhumains commis dans le but d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci. Donc là, ce qui est important, c'est la notion d'actes inhumains, une institution et instituer et entretenir la domination, le fait que ce soit deux groupes raciaux d'êtres humains, et puis la notion d'oppression systématique. On a ensuite le statut de Rome en 1998 qui reprécise ou reprend un certain nombre de ces termes et donc qui définit l'apartheid comme un crime contre l'humanité, ce qui a déjà été défini par la Convention de 1965, et il reprécise que ce sont les actes inhumains commis dans un contexte de régime institutionnel d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre commis dans l'intention de maintenir ce régime. Ce qu'apporte en plus le statut de Rome, c'est la notion de maintenir ce régime. Et on verra que également cette notion est applicable malheureusement. Alors, il est caractérisé par des actes inhumains. Donc les actes inhumains, ils sont définis dans la Convention sur l'apartheid de 1973. Et ils sont définis dans 4 catégories. La première, c'est le déni des droits fondamentaux à la vie et à la liberté, le déni des droits civiques, les mesures, y compris législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux, et la persécution des organisations ou des personnes en les privant des libertés et droits fondamentaux parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Et je pense qu'au fur et à mesure que les choses commencent à se dérouler, ça vous parle sur la situation sur le terrain. Donc ça, ce sont les 4 grandes catégories. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail. La Convention de 65 le définit déjà en disant que ce sont toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Et là,
nous sommes dans la situation que nous connaissons en Palestine. Et puis le rapport Folk-Tillet définissait aussi la notion de race comme une construction sociale qui émerge d'un contexte particulier, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Méditerranée et Jourdain, il y a un concept particulier qui fait que ces notions et ces oppositions ont émergé et sont en place de manière assez importante. Ce sont quand même toutes les institutions juives qui parlent elles-mêmes de race. La distinction entre juifs et non-juifs par l'État sioniste introduit ce statut préférentiel pour la communauté juive israélienne. Et puis, il y a le Fonds national juif qui mentionne une race juive dans sa charte. Il y a donc le droit du retour qui est réservé aux juifs et qui est défini comme juive toute personne née d'une mère juive. Ensuite, il y a cette fameuse citoyenneté israélienne qui est différente de la nationalité. On pourra y revenir plus tard, mais vous savez que tous les citoyens israéliens n'ont pas tous la même nationalité, et en fonction de leur nationalité, ils n'ont pas tous les mêmes droits. Les Juifs sont de nationalité juive, les Palestiniens sont de nationalité arabe, et ainsi de suite. C'est un concept un petit peu difficile pour nous, occidentaux, de différencier la citoyenneté et la nationalité. Et puis, il y a cette identité juive de l'État d'Israël qui est érigée en valeur fondamentale. Alors maintenant, les fondements du régime d'apartheid israélien. Donc l'objectif du régime d'apartheid israélien qui s'inscrit dans le cadre du colonialisme de peuplement sioniste en route en Israël. Et l'apartheid est compris, et c'est ce que nous a apporté le rapport de Al-Haq, est compris comme un outil, et l'outil principal d'oppression et de domination raciale systématique. Et Israël, donc, par l'apartheid, cherche à dominer le peuple palestinien, principalement pour le remplacer sur sa terre, et non seulement pour le discriminer. L'objectif d'Israël n'est pas de discriminer les Palestiniens pour les discriminer. L'objectif est d'accomplir le but initial de colonialisme, de remplacement sur la terre de Palestine. Si l'on prend la question par ce biais-là, on comprend la logique et les causes profondes de la Nakba, cette Nakba qui continue toujours avec le même objectif. Le même objectif qui est de conserver le caractère juif de l'État d'Israël et de prendre la terre et pas la population. C'est quelque chose qu'on entend toujours quand on parle avec les Palestiniens. Ils veulent toujours plus de terre avec toujours moins de Palestiniens. Donc on a une appropriation systématique par Israël des terres, des ressources et des biens des Palestiniens. Donc la création de l'État d'Israël a débuté, nous le savons, par une grande opération de nettoyage ethnique. Et ce nettoyage ethnique n'a jamais cessé, il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et pour ça, Israël s'est doté de toute une série de lois, de règlements et de pratiques liées à la citoyenneté, à l'entrée sur le territoire, à la terre et à l'autodétermination. Donc ce sont des lois destinées à prendre la terre, donc entre autres, et toutes ces lois se situent entre 50 et 52, voire 53. Après, elles ont été complétées, par exemple la loi des absents, elle a été complétée ensuite avec l'occupation de 67. Mais on est toujours sur ces lois de base qui ont été votées entre 50 et 52-53. Et puis, il y a ces lois sur la citoyenneté. Donc celle de 52 qui confère automatiquement la citoyenneté israélienne à toute personne juive qui entre en Israël en vertu de la loi du retour. Ensuite, il y a la loi sur l'État-nation du peuple juif de juillet 2018. Je me rappelle, nous étions en université d'été à Lyon quand cette loi a été votée. Et qui donne l'exercice du droit à l'autodétermination uniquement réservé aux juifs, et puis qui érige la colonisation juive en valeur nationale. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cet arsenal législatif et réglementaire, il a institutionnalisé les discriminations entre citoyens juifs et non-juifs, il enracine la suprématie des uns sur les autres, mais il y a plein d'autres éléments qui vont
permettre à Israël de pratiquer ce régime d'apartheid. Et il y a les organismes para-étatiques. Ceux-là, on en connaît un certain nombre, et ils sont inclus dans une loi eux aussi. Cette loi de 52, loi sur le statut de l'organisation sioniste mondiale, qui donne à ces organisations, donc l'agence juive, le Fonds national juif, qui les autorise à fonctionner en Israël en tant qu'entité quasi-gouvernementale. Et on sait le rôle du Fonds national juif, par exemple, sur la confiscation des terres avec les reboisements et ainsi de suite. Donc ces associations ont pour mission d'exercer une discrimination matérielle à l'encontre des non-juifs et d'empêcher le peuple palestinien autochtone d'accéder à ses moyens de subsistance. C'est particulièrement vrai en Israël pour tout le secteur du Nakab et particulièrement pour les citoyens palestiniens d'Israël, les Bédouins. Israël s'en remet officiellement à ses institutions pour tout ce qui touche au développement, au commerce, à l'agriculture et à l'accès au contrôle des ressources naturelles. En 1998, donc, il a été constaté que la confiscation systématique à grande échelle des terres et des biens palestiniens par l'État et le transfert de ces biens à ces organismes sionistes constituent une forme institutionnalisée de discrimination. Et rappelez-vous, dans les définitions initiales, il y a la notion d'institutionnaliser les discriminations et l'oppression. Alors Israël a mis en œuvre, là on avait les fondements juridiques, législatifs, et là on a la manière dont Israël a mis en œuvre ce régime d'apartheid. Et ceux qui l'ont mis en évidence, on a vu ça a été à la fois au tribunal Russell en 2011, mais particulièrement le rapport Faulk-Tillet qui présente la fragmentation du peuple palestinien comme outil d'enracinement de cet apartheid. Le rapport de 2017 reconnaît qu'Israël a, tous les mots sont importants, a stratégiquement fragmenté le peuple palestinien en 4 domaines, à la fois géographiques, juridiques et politiques. Le premier, c'est les réfugiés palestiniens, donc qui ont le droit qui normalement bénéficiaient le droit au retour dans leur foyer et leurs terres, et ce droit leur est toujours refusé. Donc ça, c'est le statut juridique des réfugiés. Il y a ensuite les Palestiniens de 48, les Palestiniens citoyens d'Israël, qui sont eux soumis aux droits civils et fonciers israéliens. Il y a ensuite les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui eux sont soumis aux droits militaires israéliens. Et puis, il y a les Palestiniens de Jérusalem, dont la principale caractéristique, nous le savons bien, est qu'ils sont soumis à la loi israélienne concernant leur droit à résider dans leur ville. Donc on voit là, avec cette carte, que les Palestiniens ont été divisés géographiquement et qu'à chaque catégorie géographique correspond une spécificité juridique et politique. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques et ils ne dépendent pas des mêmes juridictions, des mêmes lois israéliennes. Par contre, ils dépendent tous de la domination israélienne, y compris les 6 millions de réfugiés, puisque c'est bien Israël qui leur dénie le droit au retour. Donc ce peuple est fragmenté, et cette fragmentation, eh bien, c'est une stratégie qui maintient les Palestiniens dans une situation où ils ne peuvent pas se déplacer les uns vers les autres, se rencontrer, ils ne peuvent pas vivre ensemble, on l'a vu, jusqu'à l'interdiction du regroupement familial, ils ne peuvent pas exercer leurs droits collectifs politiques, et en particulier le droit à l'autodétermination. Donc ça, c'est un des avantages stratégiques de la fragmentation. Et puis ça permet à Israël de masquer la continuité historique et géographique et politique du régime d'apartheid. On l'a vu ce matin quand Salam nous a parlé des destructions de maisons et des lois sur lesquelles, et de la manière dont ça se passait, ça nous renvoie immédiatement à ce qu'on sait de ce qui se passe à Jérusalem et de ce qui se passe en Cisjordanie. C'est exactement la même chose, où qu'ils soient, les Palestiniens ont d'énormes difficultés à pouvoir construire leur maison, et même le regroupement familial. On a vu tout à l'heure la difficulté de regroupement familial entre les Palestiniens du territoire occupé et les Palestiniens d'Israël. C'est la même chose entre ceux de Jérusalem et du territoire occupé et ceux de l'extérieur et ainsi de suite. Donc toutes ces politiques qui semblent spécifiques à une des catégories de Palestiniens, en fait ce sont les mêmes avec un habillage différent. Maintenant nous allons revenir
sur les catégories d'actes inhumains, mais je vais aller balayer ça assez rapidement. Donc la première catégorie, c'était le déni des droits fondamentaux à la vie et à la liberté. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont dérouler, ça va vous renvoyer immédiatement à des situations que nous avons tous rencontrées et croisées en Palestine. Donc, ôter la vie à des membres du groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ça, voilà. Porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité. Je vous rappelle que ces actes inhumains, ce sont ceux qui sont listés dans la Convention contre l'apartheid. Et l'apartheid, c'est la mise en œuvre de ces actes inhumains. Une partie de la définition, c'est ça. Ensuite, arrêter arbitrairement et emprisonner illégalement les personnes. Ça, voilà. Soumettre à la torture ou à des peines, des traitements cruels, inhumains ou dégradants. On a tout ça. Les dénis des droits civiques, donc des mesures législatives empêchant de participer à la vie politique, sociale, économique, culturelle. Ça, on sait très bien que c'est le cas. Le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation. Je rappelle que les enfants de Gaza n'ont plus d'école depuis 9 mois. Le droit de quitter son pays et d'y revenir. C'est un des droits fondamentaux, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit de liberté d'opinion et d'expression. Les Palestiniens subissent tous ces actes inhumains. Et le droit de liberté de réunion. Déni des droits civiques, c'est pareil. Nous nous rappelons la situation de Salah Hamouri et l'impossibilité du droit de résidence pour défaut d'allégeance. Ensuite, la difficulté de se déplacer. Là, vous avez une photo, vous reconnaissez la ville d'Hébron. L'impossibilité de vivre sur sa terre et d'y construire, là c'est la colonie de Beitar Illit, juste au-dessus de Wadi Foukin. L'impossibilité de manifester, là c'est la journée protester contre Chouada Street à Hébron, et la condamnation des ONG qui luttent contre l'apartheid. Vous vous rappelez nos associations amies qui avaient été déclarées comme organisations terroristes par Israël. Donc on retrouve absolument toutes les catégories d'actes inhumains définis dans la Convention contre l'apartheid. Autre acte inhumain, diviser la population. Alors là, il y a deux aspects dans diviser la population. Il y a diviser la population selon des critères raciaux. Et là, c'est donc entre juifs et non-juifs. Donc, on observe donc toujours dans les actes inhumains, c'est écrit tel quel, création de réserves et de ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes. Là, on voit effectivement, tout le monde connaît la carte de la Cisjordanie et la peau de léopard et les ghettos qui ont été, et puis le ghetto de Gaza, bien sûr. Les résidences séparées en Israël, on l'a vu avec la loi sur les comités d'admission. Et puis il y a diviser la population, deux types de division entre Méditerranée et Jourdain. Il y a la division entre juifs et non-juifs et il y a la fragmentation du peuple palestinien. Donc en Israël, les Palestiniens sont exclus de nombreux emplois et discriminés dans l'accès au logement. C'est pas la peine là, nous avons bien compris ça tout à l'heure. Nous avons les communautés bédouines d'Israël qui sont exclues du développement économique et social. Les villes et les villages de majorité palestinienne qui sont défavorisés en termes de budgets municipaux. Et puis la discrimination pour les réfugiés et les exilés qui ont le refus de l'application de leur droit au retour. Pour ce qui est de Jérusalem, le droit de résidence des Palestiniens qui est révocable à la discrétion arbitraire des autorités israéliennes. Et en Cisjordanie, il y a deux systèmes juridiques et judiciaires distincts. L'un pour les colons juifs israéliens qui relèvent de des lois et des tribunaux civils israéliens, et l'autre pour les Palestiniens avec des ordres militaires et les tribunaux militaires. Ils ne votent pas aux élections israéliennes, ce n'est pas une revendication, mais les lois qui s'appliquent à eux, ils ne votent pas pour se prononcer sur ces lois qui s'appliquent à eux. Donc ils ne participent pas à la décision des normes qui déterminent leur sort. Autre chose très importante, l'environnement coercitif. Là, je vais passer très vite parce qu'on le connaît tous, c'est les arrestations, c'est les emprisonnements, c'est tout ce qui peut faire manipuler la démographie en faisant que les Palestiniens quittent et s'en aillent, donc en leur pourrissant la vie au maximum. Donc le contrôle, l'affaiblissement des capacités à contester. Et il y a, qui se développe et dont nous avons de plus en plus connaissance, les discours de haine et l'incitation à la haine raciste en Israël, là, qui aboutit à la déshumanisation du peuple palestinien et qui, arrivé au bout du bout, a permis que passe
sans difficulté le génocide qui est l'aboutissement de ce système de déshumanisation. Donc là, je vais passer, parce qu'on connaît tout ça maintenant. Le dernier terme, celui qui a été ajouté par le statut de Rome, qui est l'intention de maintenir le régime. L'annexion israélienne de Jérusalem-Est, formalisée en 1980, est bel et bien une intention de maintenir ce régime, sinon il n'y aurait pas eu de raison d'annexer Jérusalem. La volonté d'annexion formelle de Cisjordanie, qui est en train de s'accélérer avec le transfert des pouvoirs à Smotrich. L'annexion de facto en cours, voilà, avec le transfert des pouvoirs à Smotrich. L'occupation militaire prolongée de la Cisjordanie marque bien l'intention de maintenir ce régime, sinon il aurait été mis fin à l'occupation. Le blocus de Gaza depuis 17 ans. Le refus de reconnaître et d'appliquer le droit au retour des Palestiniens, c'est bien que l'intention de maintenir ce régime est là, parce que ça dure quand même depuis 76 ans. Et puis maintenant, le génocide à Gaza, qui est une forme ultime de l'oppression et de la domination du peuple palestinien. Donc la persistance de l'oppression est un signe manifeste de l'intention de conserver et de maintenir le régime. De la même manière, l'usage excessif et disproportionné de la violence, l'impunité pour les colons, les politiques d'arrestation arbitraire, la systématisation de la torture, les transferts forcés, le harcèlement des défenseurs des droits, la surveillance généralisée en permanence. Quand on voit cette liste, on se dit quand même que c'est un système qui a été construit de manière systématique et réfléchie. Donc cette répression de toute contestation des crimes et des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement israélien atteste également de l'intention de maintenir les politiques. Donc on peut constater, on peut dire et on peut affirmer qu'Israël remplit tous les critères caractérisant le régime d'apartheid. Et là, je vous remets les deux définitions de tout à l'heure, comme ça vous permet de voir si je raconte pas de bêtises. Le crime d'apartheid est constitué donc par les actes inhumains. Donc il suffit qu'il y en ait un d'acte inhumain qui soit pratiqué. Et là, ils y sont tous sauf un. L'esclavage. Et après, on peut en discuter. Mais le seul des actes inhumains listés dans la Convention de 1973 qui n'est pas appliqué in extenso, c'est l'esclavage. Donc, tout y est. Donc, les actes inhumains en vue d'instituer, ça on l'a vu, instituer et d'entretenir la domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci. Là, toutes les définitions, toutes les caractéristiques sont en cours. Donc ça, c'était la Convention de 1973. Et puis le statut de Rome, donc, définit l'apartheid comme un crime contre l'humanité. Il s'agit des actes inhumains commis dans un contexte de régime institutionnel d'oppression systématique et de domination, avec l'intention de maintenir ce régime. Là, nous avons vu aussi que l'intention de maintenir ce régime est effective. Donc, on peut le dire, je crois même qu'on doit le dire, et qu'il serait bien que notre président de la République le dise. Israël remplit tous les critères caractérisant le régime d'apartheid, un régime institutionnel d'oppression systématique, la domination d'un groupe racial sur un autre, les actes inhumains, l'intention de maintenir le régime. Le régime d'apartheid est donc le cadre dans lequel Israël commet ces violations du droit dans le but de faire aboutir le projet de colonialisme de peuplement-remplacement. J'ai oublié de dire que toute cette présentation a été préparée, travaillée longuement par le groupe de travail apartheid. Donc maintenant...